Notre voyage en plein cœur des terres alpines se poursuit au sud du département, dans la vallée du Verdon, où la Provence verte oscille entre nature enchanteresse et petits villages de Provence. Castellane en est l'emblème. La ville perchée à flanc de colline est aux portes des gorges du Verdon. C'est le royaume d'Annabelle Chauvet, animatrice radio. L'enfant du pays réveille chaque jour la ville avec les nouvelles de la région. Radio Verdon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 9h30, nous allons passer cette matinée ensemble. Vous êtes en direct avec Annabelle jusqu'à 13h. Radio Verdon, la radio des pays du Verdon. Mon travail m'oblige à être curieuse de tout. Donc, je vais apprendre des choses sur la faune, la flore, les savoir-faire, l'histoire. Et chaque petit village est en général toujours ravi de me voir arriver et de me montrer les trésors de leur commune. Si elle connaît bien la région, il lui reste encore quelques pépites à explorer avec d'autres amoureux du territoire, aussi passionnés qu'elle. Aujourd'hui, c'est avec Éric Bélanger, accompagnateur de montagne, qu'elle a décidé de redécouvrir le plus grand canyon d'Europe, les gorges du Verdon. Ouais, Annabelle, alors je sais que tu connais la route des crêtes, mais je vais t'emmener dans un endroit peut-être que tu ignores. Tu risques d'avoir des belles sensations, un beau vertige. C'est des endroits comme ça où on a l'impression qu'on peut monter sur le dos des vautours. Je pense qu'on risque peut-être d'en apercevoir. Waouh! Ah, impressionné, hein, là. Hein, toujours impressionné. t'as vu ce regard là sur les gorges là depuis la falaise? Tu vois, 400 mètres, 500 mètres au-dessus de la rivière, et tu vois les rochers en fait qui affleurent. Voilà, et on peut deviner les parois d'escalade. C'est un endroit qui a été fréquenté autrefois par les coupeurs de buis qui descendaient dans le Verdon, en fait, accrochés à une poulie qui allait en fait récupérer les racines de buis pour confectionner des Boules de pétanque, des boules cloutées, des guillemets. Voilà. Quand moi j'étais un petit peu plus jeune, on venait les soirs de pleine lune et on faisait des descentes en rappel. Là. D'accord, très bien. Bah, c'est un petit peu tendu parce qu'il faut le faire en plusieurs fois parce qu'il n'existe pas de corde de 800 mètres. Eh bien écoute, moi je préfère effectivement y aller tranquillement. On évite le rappel et puis on rejoindra le lac tranquillement. D'accord, on y va? T'as prévu un petit bateau? Ah mais j'ai prévu mieux que ça, en fait, une belle embarcation et on va faire une belle promenade sur le lac, tu vas voir. Allez. Eh bien c'est parti pour une belle balade sur la rivière du Verdon. C'est en direction du lac de Sainte-Croix que les deux passionnés vont continuer leur randonnée. Bon, imagine Annabelle, regarde, là on est en train de pagayer, tranquillement, sur une eau quand même relativement calme. Mais imagine les pionniers là qui sont venus dans le canyon au début du XXe siècle, ce qu'ils ont dû endurer en fait pour faire la descente. Je ne sais pas si tu as vu les photos début du siècle. T'as les nanas avec leurs petites bottines, leurs petites robes qui descendaient les chemins escarpés avec les appareils photo sur trépied. Ah, moi j'adore, je trouve ça trop chouette. Ça, c'était de l'aventure. Une épopée haute en couleurs que les spéléologues Alfred-Édouard Martel et Isidore Blanc vécurent en 1905. Les deux aventuriers partirent à la découverte du Grand Canyon du Verdon à la recherche d'une nouvelle ressource en eau potable pour alimenter la Provence. Ils furent les premiers à parcourir l'intégralité du canyon. Les bateaux, tu sais, c'était des bateaux avec de la toile tendue encore. Et ils ont descendu toutes les gorges avec des bateaux en bois, avec de la toile tendue. Ça devait être une aventure complètement phénoménale. Avec des portages, enfin d'un autre côté, ça devait être magnifique. Ah oui, nous on le fait de manière aérée, on va dire légère, un petit peu sportive, mais pour eux c'était une aventure, hein. C'était pas du tourisme. Aujourd'hui, grâce aux découvertes des deux spéléologues, des visiteurs du monde entier viennent goûter aux délices de cette rivière aux multiples visages. Les traces là, sur la paroi, les rayures, ça vient de quoi? Alors en fait, imagine là, on est quand même dans un domaine sédimentaire, hein, c'est que du calcaire. Et tout ce que tu vois, toutes les couleurs, en fait, ce sont des concrétions qui sont formées avec des oxydes de métaux à l'intérieur.
Alors, ok, le rouge c'est ferreux. voilà, le rouge c'est ferreux, le vert c'est plutôt du cuivre, et puis tout ce qui est plutôt noir, gris foncé, c'est du manganèse. Voilà. Ah, c'est assez joli, hein, c'est ce qui donne d'ailleurs du caractère à ce canyon. Non mais regarde devant. Entre la couleur de l'eau, le ciel, la montagne, ah, ça va, hein. On a plutôt de la chance. Hein. Encore quelques coups de rame pour Annabelle et Eric, et c'est la récompense. Les dégradés du lac de Sainte-Croix offrent un spectacle à couper le souffle sur plus de 12 km. Et c'est d'ailleurs la couleur vert émeraude de cette eau qui a donné son nom au Verdon. Absolument trop beau. Voilà. Tu as le canyon, mais tu as aussi en fait au bord du lac de jolies petites criques. Il y a des petits coins comme ça, tu peux en trouver quelques-uns comme ça autour du lac. Ah, voilà Annabelle, l'endroit que je voulais te faire découvrir. Voilà, ces plages de galets et de sable blanc qui te font certainement penser à des îles perdues dans le Pacifique. C'est beau, c'est vraiment beau. On se croirait vraiment au bout du monde là. C'est fantastique, fantastique. Si les paysages du Verdon peuvent nous transporter bien loin de France, ils cachent aussi un passé ancré dans l'histoire du pays. Près du village d'Anote, les noyers ont ainsi servi à la fabrication d'une recette emblématique de la région depuis le 19e siècle, les ravioles de courge à la sauce de noix qui ont fait la renommée du village. Jean-Louis Damon va initier Annabelle à cette recette. Jean-Louis ? Oui, je suis là. T'as commencé sans moi ? Ça va? Ça va. Alors tu m'apprends la recette des ravioles de courge ? De ravioles de courge. Allez, Alors, c'est parti. je suis en train de finir de mélanger ma courge avec 2 jaunes d'œufs et on met à peu près un demi-kilo de noix pilées. Alors la noix, on faisait de l'apéritif, on en fait toujours d'ailleurs avec, c'est très très bon. Et puis là, on la mélange pour les ravioles. Mais alors, quelle idée bizarre de mélanger noix et courge. C'est parce qu'à Note, ils étaient principalement producteurs de noix et de courge. Ils se sont dit, tiens, on va mettre la même chose. Les courges, tu sais très bien que ça vient pas d'un os, ça vient des Américains. Bon, d'accord, c'est arrivé ici au 16e, 15e, 16e siècle. Et puis ça a été rapidement adopté. Alors les noix, et figure-toi que sur le pays d'Anote, il y avait des milliers de noix, tellement qu'il y avait 3 moulins à huile de noix. Et vers les années 1820, les marchands de bois allemands sont venus pour acheter les noyers, parce qu'ils avaient besoin de noyers pour leurs usines, pour fabriquer des crosses de fusils et de revolvers. Tu vois un peu. Mais là, c'est des noix qui viennent du coin, des noyers qui ont été replantés ou des noyers sauvages qui restent un petit peu... Non, noyers sauvages, ça n'existe pas. Et le meilleur fourvoyeur de noyers, le meilleur planteur de noyers de partout, c'est qui ? C'est Non, c'est le corbeau. Parce que le corbeau, il a une petite tête, enfin, c'est ce qu'on dit, et quand il va prendre des noix pour les amener chez lui, ramener à ses petits ou les amener pour l'hiver, et au lieu d'en prendre 2 ou 3 dans le bec, il en met 5 ou 6. Et naturellement, quand il vole, il sème, il en tombe 1 ou 2 par là, et ça fait des nouveaux noyers. On a la farce, tu as déjà préparé la pâte. Oui. C'est une pâte à... C'est une pâte à nouilles. Tu fais ça comme un pro? Comment tu as appris la recette? Oh ben la recette, tu sais, de tout petit, quand tu vois les vieux autour de toi, tu sais qu'en provençal, vieux, c'est pas péjoratif du tout. Hein. C'est vrai qu'il y a plein de mes ancêtres, des garçons qui faisaient aussi à manger. Alors là, c'est le moment fatidique, on va commencer à mettre notre farce. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pas peur, je mets les doigts dedans. Et donc, je fais un espèce de quadrillage. Voilà. Bon, alors maintenant, on va étaler tout ça le plus régulièrement possible. Hop, pim. Alors. On y va. Et là, il faut écraser pas mal. Ah, t'appuies fort, dis donc. Ben oui, il faut les couper, là. Doucement. C'est du boulot, hein. Alors là, tu vois, c'est bien que tu sois là, parce qu'il faut toujours une aide pour faire ça.
Attends, vas-y, tiens, j'ai un petit trou là-bas. Hop. Ça cuit longtemps? Ça bout. Alors, ça cuit longtemps, ça dépend. Entre 4 minutes et 20 minutes. Voilà. La fourchette est large, hein? Ah non, mais on goûte. Hein. Et t'en goûtes un? Une à chaque rayonne. fois. Parce que la rayonne, en provençal, c'est la rayonne. Allez, bon, on va déguster alors. On va déguster. C'est parti. Allez. Et on y va. Bon appétit. Les raioles de courge à la sauce de noix. Tiens, si ça te plaît, tiens, on reprend. Goûte. Ah ouais, c'est excellent. La noix prend le dessus. C'est super bon. C'est le poète Henri Blanc du Fugeret qui a écrit un poème de 64 strophes sur les raioles, tu vois un peu. Je te dirai pas tout. Hein. Tout sur les raioles? Tout sur les raioles. Et alors il finit, merveilleusement, il finit « Ragoût divin, mais délectable, que ne connaissent point les rois, que j'aime à te voir à ma table, gonflé sous la sauce de noix. » Si les rois n'ont pas eu la chance de connaître cette recette typique de la région, ils ont pourtant donné leur nom à un lieu bien connu des habitants d'Anote. C'est à la recherche de la chambre du roi, tout en haut de la forêt d'Anote, qu'Annabelle retrouve Nathalie Lequet, une habituée de ces mystérieux chaos de roche. Les grès d'Anote, nous, on vient souvent avec mes enfants. C'est super, tu peux escalader de partout. Mais là, je suis sûre que tu vas me raconter plein de choses que moi, je connais pas. Tout à fait. Et puis, je vais te faire découvrir aussi peut-être la chambre du roi. Il y en a beaucoup qui passent à côté sans la trouver. C'est une petite cachette. Cette forêt de blocs de grès gigantesques fut habitée dès le IVe siècle. Des habitations semi-troglodytiques témoignent de ce passé lorsque les Anotins venaient trouver refuge sur les hauteurs du village. Et là, tu ne remarques rien, Annabelle? Des escaliers trop grands pour moi. Eh ouais. T'as vu cette marche-là, elle est très haute. Alors, figure-toi que ces marches donnent accès au toit qui sert à l'abri sous roche qu'on va découvrir. Et la première marche, si elle était si haute, c'était pour éviter que les bêtes ne puissent grimper sur le toit. Et même, on peut imaginer que le sol était plus bas, donc il fallait un petit échelier pour pouvoir grimper accéder à la première marche. Mais là, on est dans un lotissement d'abris sous roche, c'est-à-dire qu'il y en a un ici, mais il y en a un petit peu partout. Oui, oui, oui. Figure-toi que sur le terrain uniquement d'Anote, il a été dénombré environ 130 abris sous roche, plus ou moins ruinés. Et donc, les traces de ces abris, on peut encore les voir? Tout à fait. Tu me montres? Bien sûr, on y va. Ah, c'est super! Ça, j'avais jamais vu. C'est magnifique. C'était habité par une grande famille, j'imagine les bêtes en haut et ça montait comme ça? Les bêtes tout en bas, et c'est vrai qu'ils ont fait des trous pour mettre des poutres parce que le rocher n'était pas assez oblique et ne leur permettait pas d'avoir un grand toit. Donc on peut imaginer une avancée avec des bois et la gouttière. Ça, c'est la gouttière. La gouttière qui est superbe, qui est magnifique. Et ce que tu remarques, c'est qu'elle part bien du milieu de l'abri sous roche et elle part et elle vient mourir de chaque côté. On peut imaginer qu'il récupérait les eaux pluviales aussi. Si les abris sous roche ont été habités pendant des siècles, d'autres endroits sont empreints de mystère, à mi-chemin entre histoire et légende. C'est le cas de la chambre du roi où arrivent Annabelle et Nathalie. Allez Annabelle, encore un petit effort. Dans quelques mètres, on arrive enfin au cirque rocheux de la chambre du roi. Tu vas voir, c'est magnifique, on se sent tout petit. Waouh! Superbe. Ah, super impressionnant, hein, toujours. C'est majestueux. Là, c'est la chambre du roi? Non, pas exactement. Là, on est dans le cirque rocheux de la chambre du roi. La chambre du roi, elle est un petit peu plus loin, à gauche. C'était une cachette. Allez, on va trouver la chambre du roi.
Tu vois, comme quoi, il n'y a pas que les hommes qui arrivent à construire des cathédrales. Hein. La nature aussi. Je vais être sur ta gauche. Sur ma gauche. Ça Regarde marche, je un peu. rampe. J'y vais? Eh oui, il faut ramper. Ben, c'était une sacrée bonne cachette, hein. Eh oui. Il voulait pas que les Sarrasins le trouvent, selon la légende. Waouh. On n'imagine pas du tout qu'il y a cette hauteur-là quand on passe par la toute petite embouchure. Incroyable. Il y a presque plus de 25 mètres de haut. C'était une sacrée cachette. Hein. C'est fabuleux. Dans cet empilement extraordinaire de roches, la légende dit qu'un grand seigneur aurait demandé asile au temps où les Sarrasins attaquaient la Basse-Provence. On lui offrit alors cette grotte féerique. La cathédrale de roche de la chambre du roi. Ah, merci Nathalie, c'est super. Mais je t'en prie.